Est-ce qu'il fallait réellement que je fasse un coup de gueule la semaine dernière pour avoir enfin un bon épisode? Non, ça ne change rien, je suis personne. Aujourd'hui les gars, on va parler de l'épisode numéro 289 de Boruto. Et franchement, je suis très content. On est tombé sur un truc de très bonne qualité. Et du coup, j'espère au moins que la semaine prochaine sera aussi un caviar, puisque j'ai pas envie de faire un bon épisode, un mauvais, un bon et un mauvais. Je ne le supporterai pas. Mais au vu de la preview, il y a de très beaux plans, de très beaux dessins. Donc, ça me rassure très fortement. L'épisode 289 d'aujourd'hui s'appelle Le Statut et il met en avant le chapitre numéro 59 et 60. C'est bien. On avance très très vite et c'est très très cool. Du coup, tu as l'habitude, petit résumé de l'épisode, puis ensuite la preview, la critique et surtout l'analyse. J'ai très hâte d'y être déjà. L'épisode commence donc avec Kawaki qui fait des examens dans les laboratoires de Amado et il s'est endormi pendant les examens. Pendant son sommeil, il vient par faire un cauchemar récurrent, un cauchemar où Code le traque dans les repères de Kara et il finit par l'attaquer, l'étrangler et lui expliquer que s'il n'était pas en fait l'élu de Ishiki, il le tuerait de ses mains. Ce n'est pas réellement un cauchemar, mais bel et bien un souvenir récurrent qu'il revoit dans ses rêves et ses cauchemars. Plutôt ses cauchemars d'ailleurs. Du coup c'est logique, Kawaki se réveille en sursaut et Amado le questionne sur ce fameux cauchemar, si c'est encore une fois le même cauchemar, et Kawaki vient répondre par la positive en expliquant qu'il ne comprend pas pourquoi Code et ce cauchemar continuent de le traquer, alors qu'aujourd'hui il n'est plus le réceptacle de Ishiki, il n'abrite plus l'âme de l'Otsutsuki. Alors pourquoi ce cauchemar le traque, pourquoi ces souvenirs-là le traquent? Il a vraiment l'impression que jusqu'au bout de sa vie, jusqu'au bout de son existence, Otsutsuki, Code et Kara le traqueront jusqu'à la fin. Et là, Amado dit un truc très intéressant, il vient par expliquer à Kawaki qu'en fait s'il se trompe, il est encore le réceptacle de Ishiki Otsutsuki. Selon Amado en personne, Ishiki aurait posé son dévolu sur Kawaki, donc même si l'âme de l'Otsutsuki n'est plus dans Kawaki, il reste le réceptacle de l'Otsutsuki. Il a été choisi pour ça, il a déjà abrité son âme, donc il restera le réceptacle, le Jinchuriki, de Ishiki. Forcément, Kawaki ne peut pas entendre ces paroles qui expliquent qu'il est encore l'objet de quelqu'un. Donc Kawaki s'énerve, il s'en prend à Amado. Et rapidement, la conversation vient à un sujet. C'est le Kama, le manque du Kama et la puissance que Kawaki a perdue. Amado soulève un point donc très important et intéressant pour la suite de l'œuvre. Oui, Kawaki est faible depuis qu'il a perdu le Kama et il s'appuie beaucoup trop sur ce pouvoir-là, malgré qu'il le haïsse. Donc Amado lui pose la question, est-ce que tu veux récupérer le Kama? Parce que oui, tu pourrais le récupérer, et tu as besoin de retrouver le Kama. Donc, il pose à Kawaki cette question-là qui est très intéressante, puisque comme tu le sais, Kawaki, il fuit le Kama. Il ne veut plus rien avoir en lien avec le Kama. Il a fui toute sa vie, mais pourtant, aujourd'hui, pour protéger et pour défendre Naruto Uzumaki, il se pourrait bien qu'il ait en fait besoin de ce pouvoir qu'il maudit et qu'il haït à la fois. Donc c'est un parallèle super intéressant puisqu'au final Kawaki pourrait peut-être repartir dans les ténèbres juste pour protéger une personne qu'il aime. Et ça montre aussi un peu cet amour pervers et un peu trop fort qu'il a envers Naruto Uzumaki. D'ailleurs, Kawaki interroge également Amado sur la puissance actuelle du 7ème Hokage. Et est-ce que, en l'état actuel des choses, Naruto Uzumaki aurait la capacité de vaincre Code? Et Amado répond très franchement que si la rencontre se faisait entre le 7ème Hokage et Code actuellement, Naruto finirait par perdre la vie puisque Code est infiniment plus puissant que Naruto Uzumaki. Le fait que Kawaki soit encore le réceptacle de Ishiki plus ou moins, qu'il ait le manque du Kama, mais également que Naruto Uzumaki pourrait perdre la vie, sont trois choses qui lui tournent en tête et Kawaki finit par quitter le laboratoire en étant extrêmement pensif. On assiste donc à une scène où Kawaki marche dans le village de Konohagakure
et il se fait rapidement rejoindre par l'équipe numéro 10 et surtout Shikadai qui vont un peu le rassurer puisque voilà, il marche dans le village, il repense aux paroles de Hamado, à ce manque du Kama, il pense à tout ça. Et lorsque Shikadai lui adresse la parole, il l'envoie bouler, il l'insulte, tous les villageois le regardent, et Shikadai ne le laisse pas dans le malaise, Shikadai ne le laisse pas seul livré à lui-même. Shikadai vient de se faire envoyer bouler, il vient de se faire envoyer chier, et pourtant il va aller avec Kawaki et un peu le protéger, lui porter compagnie dans cette épreuve qui lui fait face tout simplement. L'équipe numéro 10 lui fait donc comprendre qu'il a bel et bien sa place au village de Konoha, que ça a été la décision des supérieurs hiérarchiques, donc de Naruto Uzumaki, de Shikamaru Nara, et donc la décision est prise. Il ne doit pas faire attention en fait à ce que peuvent dire, raconter les citoyens, les villageois de Konoha. Il doit garder juste la tête haute, continuer d'avancer et se dire que oui, maintenant il est un citoyen de Konoha, que les débuts sont difficiles, mais il doit persévérer et voilà, rester la tête haute et garder la tête froide surtout. Kawaki, lui, a une réponse beaucoup plus triste, puisqu'en fait, il vient par dire que, selon lui, il n'a aucun droit d'être à Konoha. Il est vraiment, selon lui, un parasite qui s'est greffé à un village, et il est une source de problème. Donc il a vraiment cette impression de « j'appartiens pas au village, je suis un garçon à problème, et depuis que je suis là, c'est le bordel partout, et ce que j'aime maintenant, il risque de mourir. » Donc Kawaki veut se détacher du village, et en même temps, il y a des personnes extraordinaires, comme Boruto, Naruto, Shikadai, qui sont là pour lui dire « bah non, tiens le coup, tu fais maintenant partie de la grande famille Konoha, donc reste avec nous ». Plus tard donc dans la journée, Kawaki se retrouve également sur les visages de pierre des Hokage, et il explique tout simplement qu'il a envie de se retirer un peu de ce qu'il connaît pour l'instant à Konoha, ça veut dire la maison Uzumaki, les repas en famille. Il veut en fait se retrouver seul sur un coucher de soleil avec une vue magnifique de Konoha, à regarder les citoyens, les bâtisses, les domaines que Naruto Uzumaki protège, et c'est ça qu'il aime faire, et il le dit très clairement, c'est « j'aime me retrouver ici et regarder ce que toi, Naruto Uzumaki, tu protèges, ce que tu défends tous les jours, j'aime me poser là et regarder cette chose qui sont, à tes yeux, quelque chose de merveilleux ». Encore une fois, c'est bel et bien Naruto Uzumaki qui va rejoindre Kawaki et porter le même discours que la Team 10 en expliquant qu'il a bel et bien sa place à Konoha, qu'il n'a pas de raison de fuir le domicile Uzumaki, que Hinata a d'ailleurs préparé soi-disant un repas fabuleux, et Kawaki fait un peu sa tête de mule en expliquant qu'il veut pas spécialement manger les repas de Hinata, qu'il n'aime pas spécialement ses plats, donc qu'il préfère s'en passer. Et Naruto appuie un point très important, c'est le truc du... c'est bizarre parce que habituellement tu ne laisses jamais un seul grain de riz dans l'assiette, donc pas en fait te plaindre. Et Naruto finit par porter Kawaki, le mettre sur son épaule et lui dire « Allez, on rentre, imbécile de fils ». C'est une phrase très bête, mais Naruto, voilà, il considère réellement Kawaki comme son enfant, il le met sur son épaule et il le ramène pour le coup de force à la maison. Et tout est très beau puisqu'on repense en fait à l'enfance qu'a eu Kawaki où il ne mangeait pas, où il devait forcément sauter des repas parce que son père lui interdisait de manger. Et là, aujourd'hui, on apprend que ce gourmand finit toutes ses assiettes. Tu m'étonnes, vu la cuisinière de qualité. Une fois au domicile de la famille Uzumaki, Kawaki est accueilli par son frère, sa sœur, sa mère, avec un repas d'accueil, un repas de bienvenue, puisque en effet, depuis que Kawaki est arrivé à Konoha, ils n'ont jamais eu le temps de fêter son arrivée, de vraiment fêter l'arrivée de Kawaki à Konoha et dans la famille Uzumaki. Donc là, c'est le moment, il l'accueille avec un moment très festif, très joli. L'ending qui se lance, tout est parfait dans la scène, ça m'a mis le sourire pendant 2 minutes, où Kawaki dit « pourquoi vous gardez ce vase là que j'ai pété ?» Himawari lui répond « parce que nous on l'aime comme ça, c'est peut-être toi qui l'as pété mais on aime ça, ça rapproche encore plus. » En fait ce vase est devenu limite, je vais abuser un peu, mais le vase est devenu limite une entité de l'œuvre Boruto, puisque ce vase apporte beaucoup dans les liens familiaux, dans ce qu'il fallait faire. Le fait de recoller les pièces, recoller les morceaux, il est devenu à lui-même une symbolique sur la table. Himawari l'explique à Kawaki. Kawaki dit « vas-y, mais toi t'es chelou comme ton frère ». Boruto offre un cadeau à Kawaki et il lui offre son bandeau frontal de Konoha en expliquant « voilà, j'ai brisé le tien, j'ai pété le tien, donc je te donne mon bandeau ». C'est une grande symbolique, parce qu'un ninja ne
ne s'éloigne, ne quitte jamais son bandeau frontal. Là, Boruto offre ce bien très précieux à son frère. Et il dit, t'inquiète, moi j'ai suivi de Sasuke, donc faisons comme ça. Kawaki accepte et on finit vraiment la scène avec la famille Uzumaki qui a le sourire, tout le monde est mignon, tout le monde est beau et c'est une scène extrêmement belle, extrêmement touchante qui réunit la famille Uzumaki. Et donc après le repas, on retrouve une nouvelle fois Naruto et Kawaki dans la chambre cette fois-ci, où Naruto explique encore une fois qu'il a sa place à Konoha, qu'il n'a pas à s'en faire, que oui, l'affaire Code prend du temps, qu'il promet d'accélérer les choses dès que possible, mais voilà, ils font ce qu'ils peuvent, ils avancent petit à petit sur l'affaire de Code et de sa localisation, mais voilà, ils avancent et Naruto vient par avoir des paroles un peu négatives en disant bah voilà, si tu ne te sens pas bien à Konoha, si tu veux partir, je peux comprendre, mais à ce moment-là, ça veut dire que j'aurais échoué dans mon rôle d'Hokage. Une parole qui fait extrêmement mal au cœur et Kawaki commence à repenser encore une fois aux paroles d'Amado sur le pouvoir du Kama, sur ce manque du Kama. Il repense à tout ce qu'il a vu dans la journée, avec qui il a parlé, avec qui il a échangé. Et Kawaki prend sa décision sur ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va quitter Konoha? Est-ce qu'il va rester à Konoha? Est-ce qu'il préfère se battre seul? Est-ce qu'il préfère faire confiance à ses amis, à sa famille? Kawaki a pris sa décision tout seul, alors que Naruto s'endort une nouvelle fois dans son lit tout seul. Dans l'œuvre Boruto, en 8 ans, on n'a jamais vu Naruto Uzumaki s'endormir avec Hinata Hyuga. Est-ce que vous réalisez le truc? Ce gars s'endort toujours seul dans un lit, une place. Je trouve ça abusé. Maintenant, on a fini un peu avec le cas Kawaki, mais à côté, on a également Sumire qui parle avec Amado, puisque Sumire revient sur l'accident qu'il y a eu plus tôt dans la journée avec Kawaki, et Sumire explique c'est quoi ce bordel qu'il y a avec le Kama, avec Ishiki, qu'est-ce qui se passe réellement. Et donc, Amado explique que oui, l'âme de Ishiki a certes disparu, oui, il ne ressuscitera pas, mais néanmoins, le Kama de Ishiki a commencé à dégeler dans le corps de Kawaki. Donc, les données dégelées dans son corps sont toujours là. Alors oui, le Kama n'a pas été dégelé à 100%, mais par contre, ce qui a été dégelé, c'est-à-dire, je crois, 90% et quelques, sont toujours présents dans le corps de Kawaki. Donc il a réellement une partie de Ishiki en lui, une partie Otsutsuki. Chose très intéressante à savoir, puisqu'en fait on apprend que même si on arrive avec un grand exploit à se débarrasser du Kama, la partie dégelée fait de toi en fait dans tous les cas un réceptacle à vie. Et c'est ça que Amado explique, c'est ok, Ishiki ne ressuscitera pas, ok, Ishiki n'est plus dans son corps, par contre, la partie qui a dégelé fait de lui le réceptacle de Ishiki à tout jamais, parce que quand il mourra, je dis une connerie, à 86 ans, il aura à 86 ans cette partie de Ishiki encore dégelée en lui. Voilà. Amado explique donc que le Kama est vu comme une porte, que Kawaki est vu comme une sorte de bâtiment, de maison, et que Ishiki est le propriétaire de la maison. C'est un peu un schéma bête que Amado nous propose, mais c'est quelque chose qui image beaucoup ce qu'il veut expliquer à Sumire. Kawaki, il est, en tant que corps, en tant que réceptacle, la propriété de Ishiki puisqu'il a posé son Kama dessus. Alors, en effet, Kawaki, il est encore là, il est encore vivant. Par contre, la porte d'entrée et de sortie de l'âme, le Kama, a disparu. Ishiki aussi. Et Amado explique en fait qu'il a la capacité et qu'il peut très bien recréer un Kama et en fait recréer une porte d'entrée. Ce système-là est très simple. En fait, Amado explique tout bêtement et tout simplement que s'il recrée la porte d'entrée, si Amado recrée le Kama pour Kawaki, il récupérerait donc les pouvoirs du Kama, les capacités sûrement de Ishiki, puisque les données dégelées sont encore dans son corps. Donc Kawaki pourrait retrouver un Kama et réavoir la puissance d'antan, à l'exception de ne pas avoir une âme en lui. Donc, en soi, ce que Amado propose, c'est tout bénef. Il propose de reconstituer un Kama sur Kawaki et qu'il récupère les capacités de Ishiki et les pouvoirs qu'il avait avant la disparition du Kama. Maintenant, je le répète, c'est aussi à Kawaki de prendre une décision. Est-ce qu'il veut récupérer le pouvoir qu'il a toujours fui tout le long de sa vie ? Et surtout, est-ce que Kawaki est prêt à récupérer, par exemple, les capacités de l'homme qu'il déteste le plus au monde? Le débat mérite d'être ouvert un minimum. Et on remarque également que Amado est un peu trop investi dans ce projet-là, donc il faut se méfier de Amado.
Maintenant, on passe du côté des antagonistes de Ada et de Code, qui préparent petit à petit leur attaque sur Konoha, et les choses sont posées petit à petit. Donc Code n'aura pas le droit de tuer Kawaki, puisque Ada convoite Kawaki. Donc s'ils veulent être en alliance, s'ils veulent travailler ensemble, c'est logique, on ne tue pas Kawaki, parce que si tu tues Kawaki, moi je te tue. C'est un peu la base qui est posée. Par contre, ils travailleront bel et bien ensemble pour tuer Naruto, Sasuke, Boruto et les autres personnes de Konoha s'ils venaient bien sûr à s'opposer. Ada explique également à Code qu'elle n'est pas spécialement puissante en taijutsu, en art ninja. Oui, elle a le Senringan, oui, elle peut charmer les gens, mais si quelqu'un vient à lui résister, il faudra la défendre. Elle n'est pas forte pour les capacités ninja, pour se battre et pour affronter des gens. Donc, Ada dit à Code, tu seras en fait mon chevalier protecteur. Moi, je te donne les informations, moi je fais le taf que tu me demandes, mais par contre, oui, protège-moi, défends-moi, puisque moi je ne pourrais pas le faire. Code est un peu sceptique, même s'il accepte au final, et Ada vient par expliquer qu'elle a en fait un deuxième chevalier servant, une deuxième personne qui peut la protéger et la défendre. C'est donc de cette manière qu'on découvre le deuxième chevalier de Ada, qui s'appelle Daimon. Daimon, c'est le petit frère de Ada, mais également la personne hors Otsutsuki, qui est capable de tuer Ada. Et c'est bel et bien la seule personne capable de tuer Ada, puisque c'est un lien familial et que Daimon est extrêmement puissant. Je le répète, Daimon c'est son petit frère et il a une dizaine d'années, il a approximativement l'âge de Himawari et il possède des pouvoirs très particuliers qu'on va découvrir grâce à 4 gardes très valeureux pour le coup. Daimon a en fait la capacité de refléter les mauvaises intentions et les pensées malsaines. Autrement dit, admettons tu es Daimon, moi je suis un gars complètement random, ce qui fait plaisir. Si j'ai envie en fait de te mettre une droite, eh bien pour une raison complètement mystérieuse, ma joue va s'aplatir et je vais me bouffer une droite transparente de n'importe qui, de personne, on ne sait pas encore vraiment comment ça marche. Mais voilà un peu la base de la chose. Si je veux te porter une attaque, un truc malsain, un truc offensif, un truc négatif, ça va se refléter contre moi. Donc Daimon est un miroir géant. Tu vois un peu le délire du counter de Meliodas ? C'est un peu ça, c'est un peu le même délire, ce qui est un peu chiant. Donc les 4 gardes se frottent à Daimon et les 4 gardes finissent par mourir très rapidement. Mon dieu, quelle violence. Et du coup, pour finir, Daimon s'attaque à Bug, il y a un peu d'explication sur les pouvoirs de chacun. Code se présente réellement à Ada et à Daimon avec ses pouvoirs à lui, en transportant Bug d'une marque de griffe à lui. Donc les présentations sont faites, l'équipe semble être au complet, il y a Ada, Daimon et Code. Ils sont prêts un peu à se poser sur l'alliance et à vraiment lancer leur attaque sur Konoha. Ils sont prêts vraiment donc à passer à l'attaque. Je me répète beaucoup. Maintenant passons à l'analyse et à la critique de l'épisode. Je ne vais pas passer par 4 chemins, la direction artistique de l'épisode est extrêmement bonne. Tout ce qu'on n'avait pas dans l'épisode numéro 288, on l'a dans l'épisode là, il y a rien d'autre à dire, les character designs sont soignés, tout est bon, tout est respecté. J'en parlais pas la semaine dernière, mais le seiyuu de Ada et le seiyuu de Daimon, je kiffe absolument. La voix de Daimon est incroyable, l'OST de Daimon est insane. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais il y a une OST où on dirait un peu une berceuse pour enfants, parce que Daimon a 10 ans, on dirait un peu les premières notes d'une berceuse pour enfants, et ça vire un peu aux musiques des films d'horreur des années 90, et ça reflète trop bien le personnage de Daimon, là où Ada a une musique très charmante, très colorée. Vraiment, les OST, c'est incroyable. Les OST pour l'instant de l'Arc Code, c'est un grand oui. Les character design également sont extrêmement respectés. Alors pas tous. Le nouveau design de Shikadai est respecté. Le nouveau design de Sumire est respecté. On prend vraiment ce qu'il y a dans l'œuvre de Ikemoto et de Kishimoto, donc dans la version manga papier. Mais voilà, sachez que le changement de design respecte tout simplement les codes du manga. Il y a juste Himawari et Hinata qui n'ont pas encore leur design du manga.
Je pense pas qu'Hinata changera réellement son design. Himawari, c'est possible. On voit que Himawari a encore sa tenue en fait de début de Boruto et Hinata aussi d'ailleurs. Donc on espère juste qu'ils changeront de tenue très bientôt, puisque je préfère limite leur tenue du manga. Limite. Hinata, à voir. Mais donc voilà, on respecte les character design du manga, mais pas totalement non plus, puisque la femme au foyer, c'est pas trop ça, quoi. Je tiens à le redire, parce que je l'ai dit pour l'épisode numéro 287, mais les plans sont extrêmement fidèles également au manga de Ikemoto, puisque Ikemoto fait vraiment des dessins que j'aime beaucoup, avec des angles de vue un peu particuliers, et tout est respecté, c'est-à-dire que en tant que lecteur du manga, en tant que lecteur qui voit les dessins de Ikemoto, aujourd'hui, quand tu vois l'épisode numéro 287 et 289, tu reconnais en fait la patte de Ikemoto. Ils ne se sont pas en fait appropriés le style de Kishimoto dans les dessins avec l'animé Naruto et Naruto Shippuden, mais quand tu regardes actuellement l'animé Boruto, tu reconnais plus une patte Ikemoto qu'une patte Kishimoto. Et c'est plaisant puisque vraiment, je ne sais pas si vous avez cette impression-là vous aussi, mais quand je regarde là certains plans, je me dis, je le reconnais. Ça c'est du Ikemoto, il y a les cheveux, il y a le regard, la forme du visage. C'est du Ikemoto. Et c'est vraiment trop cool. Pour moi, c'est un bon 8 sur 10 niveau animation, niveau musique, niveau ambiance. C'était extrêmement cool, c'était bien cuté, bien coupé. Très bien rattrapé également par rapport à tout ce qui s'était passé avec le bandeau frontal et j'en passe. J'ai vu tous vos commentaires qui disaient aussi ouais mais Darkos, le bandeau ils l'ont cassé pour que Boruto donne le sien prochain épisode. Je savais que ça allait se passer comme ça, juste que la scène où le bandeau se cut, c'était pas fou. Je parlais surtout de ça, mais voilà, pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est un bon 8 sur 10. J'ai beaucoup aimé la chose, malgré quelques censures. En fait, l'épisode n'aurait pas été autant censuré, j'aurais pu mettre un 9, je pense. C'est-à-dire que quand Daemon saute et il met un kick à l'un des gardes, dans le manga, le coup de pied que le garde se prend, ça pète sa nuque. Sa nuque se fait rompre d'un coup. Là, dans l'animé, il se prend juste un shoot dans la gueule, il tombe, il est KO, on a l'impression. Vraiment, dans le manga, il met un coup de pied et on a un gros crack, donc ça montre que la nuque s'est fait péter. Donc c'est incroyable qu'un enfant de 10 ans mette un coup de pied, ça pète la nuque d'un adulte. Et enfin, le quatrième garde qui a un katana, il a sa tête qui se fait couper. Dans le manga, c'est choquant, puisque quand j'ai vu ça, j'étais en mode waouh, très violent comme pouvoir. Mais là, du coup, dans l'animé, on voit juste que, je sais pas, on a l'impression que, je sais pas, il sort son épée, qui se prend un coup quelque part, mais voilà, juste le garde, il tombe, avec un gros zoom qui montre plus d'ailleurs Code et Ada que le garde en question. Mais voilà, il n'y aurait pas cette censure-là dans l'animé. J'aurais pu mettre une note plus élevée, encore une fois. Et alors qu'un 8, c'est déjà extrêmement bon. Ils ont fait du coup plusieurs rajouts dans l'épisode très intéressants. Il y en a qui ne me plaisent pas trop, mais c'est quand même cool de l'avoir. En fait, c'est un mélange de rajouts très cool et de j'aurais préféré qu'on laisse comme c'était dans le manga. C'est-à-dire que dans le manga, Shikadai vient voir tout seul Kawaki. Dans l'animé, ils ont mis l'équipe numéro 10 en entier. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je préfère le fait que Shikadai aille voir Kawaki tout seul. En fait, Shikadai, je le trouve plus impactant dans le manga, plus mature, et il ressemble beaucoup plus à Shukaku ou à Shikamaru. Dans le sens où, quand Kawaki voit et entend les regards des villageois, des citoyens, lorsqu'il se sent menacé par ces regards, il est complètement gêné, il ne sait pas trop quoi faire, et Shikadai arrive et lui dit « Allons-y ». Fin. Dans le manga, il arrive à côté de Kawaki, il a vraiment un regard rempli de compassion et il dit à Kawaki « Fais pas attention à eux, ne t'en fais pas, viens avec moi ». Tu vois, c'est une différence toute bête, même si c'est dit un peu plus loin dans l'épisode, il dit une phrase similaire, mais cette première, on va dire, interaction entre les deux personnages dans l'épisode était plus intéressante dans le manga, ce truc du... Il n'y a pas que un « allons-y » fin, c'est... Ne fais pas attention à eux, ne t'en fais pas, viens avec moi. En fait, dès la première phrase, Shikadai le rassurait, il disait « T'es avec moi, t'inquiète, fais pas attention à eux, viens ». Il est dans le fait de rassurer Kawaki et d'être là pour lui. Et dans le manga, cette seule case-là, limite, suffisait à nous dire « Putain, Shikadai, incroyable, tu vois ».
Dans l'animé, ils ont monté autrement les phrases, ce qui marche aussi, mais je préfère la version du manga. Et dans le manga, du coup, Shikadai lui explique encore une fois, fais confiance aux dirigeants du village, fais confiance à mon père, fais confiance à Naruto Uzumaki, et garde la tête haute. Et vraiment, dans le manga, Shikadai a ce rôle de leader, de gars rassurant, de ce gars très mature, où il rassure Kawaki. Et Kawaki, dans le manga, c'est très simple, il dit déjà... Désolé de t'inquiéter, désolé de te faire intervenir comme ça et tout, désolé de te faire du souci. Et après le désolé, Kawaki le remercie. Et c'est en fait un truc choquant, puisque Kawaki est très froid avec les gens de Konoha, hors Uzumaki. Et là, il agit très bien avec Shikadai en disant « Désolé, merci ». Et quand tu vois ça, tu phases et tu aimes en fait le duo Shikadai et Kawaki. C'est un duo que tu vois quasiment jamais dans le manga ou dans l'animé. Mais là, en quelques pages, on trouvait le duo trop cool parce que Kawaki était reconnaissant de ce que Shikadai faisait envers lui, ce qui était trop trop bien. Et puis on avait un peu de cette impression à la Naruto Shippuden où lorsque Shikadai dans le manga était tout seul, on avait cette impression que Shikadai arrivait à vivre en dehors de la Team 10. Ce qui est très important, parce que oui, dans l'œuvre Naruto, il y a des trios de Chunin, de Genin, mais réussir à faire vivre une entité, un personnage en dehors de son trio, c'est toujours très important pour l'écriture du personnage. Et lorsque Shikadai arrivait à parler, à être important, à être impactant, tout seul, sans chocho, et sans... Comment il s'appelle? Il est tellement important ce personnage, putain, c'est tellement le héros du manga. Inojin? Tellement nul ce gars, putain, parlons-en. Il est pas nul, il est pas nul. Il est si triste. Bref, je trouvais ça très important de voir en fait Shikadai dans le manga agir seul. Ça me faisait beaucoup penser au Shikamaru qui trouvait Naruto devant l'hôpital en lui remontant le moral après la mort de Jiraiya. C'est un peu les mêmes plans, un peu le même truc, et j'avais beaucoup kiffé ça à l'époque du manga. Il y avait un rapprochement qui était terrible. Et là, dans l'animé, du coup, c'est Shosho dit une phrase, Inojin dit une phrase, Shikadai dit une phrase, et ça coupe un peu cette écriture pour Shikadai. Mais bon, ça marche quand même. Ensuite, on a une scène de Shikamaru qui joue au shogi avec Shikadai, scène ultra intéressante, puisqu'en fait, les plans, l'ambiance même de la maison fait penser à la scène où Shukaku et Shikamaru jouaient ensemble au shogi après la mort de Asuma, qui est d'ailleurs l'un des plus beaux épisodes de Naruto Shippuden, épisode que je regarde très souvent, qui est très triste, terrifiant, il est si beau. Et Shikamaru arrive à comprendre Shikadai via le jeu du shogi, où il voit son fils jouer d'une manière et il comprend du coup qu'il se fait du mouron, qu'il a des craintes, des peurs pour quelqu'un, c'est pour du coup Kawaki. Et Shikamaru comprend tout ça en affrontant son fils au shogi. Et on finit avec une révélation, c'est que Shikadai serait peut-être à deux doigts de vaincre son père au shogi. Ça veut dire que Shikamaru est l'un des plus grands experts de la stratégie ninja. Et là, Shikadai, qui a 12 ans, est sûrement en train de rattraper son père, puisqu'il est en train de mettre son père en échec à la fin de la partie. Donc on ne sait pas si son père a perdu à la fin, mais en tout cas, Shikadai a mis en difficulté Shikamaru, ce qui est quand même un gros exploit. On a un rajout ultra cool, c'est un entraînement de Himawari, trop bien, trop bien, je suis vraiment trop content de voir une scène comme ça, puisque dans l'arc de Code et dans l'arc de la prophétie, donc l'arc qui suivra l'arc Code, Himawari gagnera un peu en importance au niveau de l'écriture du manga, je spoil pas plus, mais voilà, Himawari aura un peu plus d'importance, et là on commence son développement dès maintenant, où Himawari s'entraîne dans le jardin Uzumaki, et elle demande à Boruto, voilà, est-ce que tu peux faire un petit shinobi kumite avec moi, chose que Boruto viendra par refuser, puisqu'il a peur que ses pouvoirs, que le Kama, viennent par blesser sa sœur. En fait, il a peur de perdre le contrôle sur Momoshiki, il a peur de ne pas contrôler sa force, donc il refuse de se battre avec Himawari, il envoie un peu chez sa sœur, et il part des lieux, laissant une Himawari triste, mais pas trop longtemps non plus. Donc c'est un peu rassurant, mais voilà, j'ai trouvé ça ultra intéressant que Himawari s'entraîne toute seule et qu'elle persévère, qu'elle soit perfectionniste puisqu'elle a un examen très bientôt à l'académie. Et du coup, elle s'entraîne. Et pourtant, Boruto lui dit mais vu tes capacités, pas besoin de t'entraîner. Et Himawari dit si, j'ai besoin de m'entraîner toujours plus. C'est très cool, ils se complètent puisque dans le début de l'œuvre Boruto avec l'animé,
Naruto Uzumaki expliquait que Boruto était un génie vu à l'académie et que Boruto ne s'entraîne absolument jamais. Boruto n'a pas besoin de s'entraîner, il n'est pas dans les entraînements ninja comme l'était Naruto à l'époque. Donc, Boruto ne s'entraîne jamais et on voit que Himawari s'entraîne toute seule dans le jardin comme une damnée et c'est extrêmement cool. Et deuxième rajout via Himawari, une scène qui déchire le cœur pour ceux qui connaissent la suite du manga, c'est Himawari qui s'inquiète énormément pour Boruto, elle connaît son frère et à table, elle remarque que Boruto a un truc de spécial qui n'est pas comme d'habitude et Himawari parle avec Kawaki et lui dit bah fais-moi juste une promesse. Je sais pas trop comment est Boruto, je ne sais pas trop dans quel mood il est, mais je le sens pas trop bien. Donc promets-moi une chose, s'il prend des risques, s'il y a quelque chose qui tourne mal, juste protège-le. Donc Kawaki dans un premier temps lui dit bah t'occupe pas de ça. Et au final Kawaki lui dit bon bah écoute, on verra comment ça se passe, on verra dans quel ordre les choses se passent. Mais oui si tu veux quoi. Et cette phrase-là sera très importante. Encore une fois, je ne spoile pas, je ne vais pas en dire plus pour ceux qui sont des anime only, mais scène qui va être importante, voire déchirante par la suite, c'est voilà, cette Himawari qui demande à Kawaki de prendre soin de Boruto Uzumaki. Donc, beaucoup d'Himawari, beaucoup de développement, beaucoup de scènes en rajout, et j'ai énormément aimé pour le coup, j'ai vraiment kiffé le truc. Contrairement à l'épisode de la semaine dernière où il y avait Ada qui croise un garde dans le couloir qui était une scène inutile, là il y a de très bons rajouts qui rajoutent de l'émotion, qui rajoutent des trucs. Et c'est oui, parce que c'est rajouté en plus avec des OST magnifiques, de très beaux dessins, de très bons trucs, et le tout marche, le tout fonctionne. J'ai vu l'épisode, c'est passé à une vitesse incroyable, et c'est un grand oui, c'est un grand oui. Et je le répète, vu la preview de la semaine prochaine, ce sera encore de très beaux dessins, de la très belle animation. Donc, on espère que le 287 était le seul épisode qui était pas bon. 288, je sais plus, mais celui de la semaine dernière en tout cas. En tout cas, donne-moi ton avis à toi sur l'épisode. Je veux réellement avoir ta note à toi sur ce qui s'est passé. Et voilà, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tu peux liker, commenter, t'abonner à la chaîne, me rejoindre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et lire Dragon Ball Kakumei sur Manga Draft. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et Datte Basso.